Léger, d'Aran, de l'album Déménager. Jacques Collin avec nous pour L'au-delà de l'eau aux éditions Guy Trédaniel. Alors Jacques, cette dernière ligne droite pour parler de la fin du cycle, justement, la fin des temps. Jean-Pierre Gagny-Mallet a eu l'occasion, alors je ne savais pas cette partie dont vous nous avez mentionné tout à l'heure de comment il a reçu, je dirais un petit peu confirmation, ou en tout cas une sorte de révélation à l'image de vous avec l'eau. Se sentant missionné, vous pouvez nous rappeler de ce qu'il a calculé justement de la vitesse à laquelle on peut aller au-delà de la lumière? Oui, alors, la vitesse de la lumière, c'est une vitesse limite dans notre espace-temps. 300 000 km/s. Oui, enfin pas tout à fait, mais enfin c'est presque ça. Mais en fait, on sait pas ça que c'est pas une vitesse du tout, d'abord. Parce que quel que soit le point où vous vous trouvez dans l'espace, que vous alliez vers une source de lumière ou que vous en éloignez, la vitesse de la lumière qui vous arrive ou qui vous suit est toujours à la vitesse de la lumière. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Donc c'est quelque chose qui échappe un peu à la compréhension. On parle de la vitesse de la lumière, mais à vrai dire, c'est pas une vitesse. Donc il s'agit plutôt d'une dimension temporelle qui fait que, en fait, aucune particule ne peut dépasser cette vitesse, mais en même temps, cette vitesse, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez dans l'univers, si vous voyagez à une vitesse qui est même proche de la lumière par rapport à une source de lumière, eh bien la lumière qui vient au point de vous aura toujours cette vitesse de la lumière. Donc elle est totalement indépendante de la vitesse dans laquelle vous fonctionnez dans l'univers. Donc c'est une histoire de fou. Et effectivement, c'est là où on voit qu'il y a d'autres choses derrière. Et Gagny-Mallet a beaucoup travaillé là-dessus et démontre que, en fait, toute cette vitesse est sous-tendue par des ouvertures temporelles et que derrière, il y a une vitesse de l'information qui est en dehors de notre espace-temps. Et tous les phénomènes d'intrication, télépathie, etc. fonctionnent avec cette vitesse, donc qui nous paraît fulgurante. Et c'est comme ça qu'on va chercher l'information, si je peux dire, dans les temps futurs, et qui est de 952 milliards de kilomètres par seconde. Bon, ça n'a aucun sens. On ne peut pas se reposer. Aucun sens. D'ailleurs, à cette image-là, est-ce que vous pouvez peut-être expliquer le phénomène des galaxies? Déjà, d'une part, elles sont torsadées, elles sont spiralées. On retrouve encore une fois cette spirale. Oui. On suppute fortement qu'au centre de la Voie lactée, de toutes les galaxies, se trouve un trou noir. Oui, alors c'est ça, évidemment, le grand mystère. Ce trou noir est sans doute une correspondance avec d'autres temps, puisque là, il y a toute une distorsion au niveau de l'espace-temps, une disparition de la matière dans cette trou noir. Donc, ils sont effectivement des sortes de cannibales de galaxies, de matière, etc. Mais bon, on n'en sait pas plus pour l'instant. C'est tout simplement le dédoublement du temps qui s'accélère en finale dans un vortex, comme je l'expliquais tout à l'heure, qui provoque une distorsion de l'espace-temps et par conséquent, je dirais, le passage dans une autre dimension. Et c'est un peu ce que doit utiliser, si je peux dire, les entités du temps pour fonctionner, non pas qu'ils passent à travers ces trous noirs, mais ils les créent eux-mêmes, à travers précisément leurs vaisseaux qui fonctionnent de cette façon-là. Et comme ce sont des êtres qui ne sont pas automatiquement biologiques, je dirais, non pas c'est-à-dire qu'ils ne sont pas incarnés dans notre espace-temps, mais ils peuvent s'y matérialiser. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc ils ralentissent, je dirais d'une certaine manière, voilà. Donc, leur vibration. Voilà, et c'est pour eux très lourd de venir chez nous. Faut pas croire que c'est pas une partie de plaisir. Non, pas du tout. Surtout pour nous voir la façon dont on fonctionne. Donc, on est loin d'imaginer tout ça, bien sûr. On est un peu dans l'ordre du fantasme, de l'imaginaire, etc. Mais
il y a quelque chose comme ça qui fonctionne dans l'univers, c'est évident, et qu'on serait surpris de savoir que il y a différents plans, disons, de conscience, de pensée, et que tout ça c'est incommensurable par rapport je dirais, à un Dieu qu'on essaye de s'imaginer, et qu'on a réduit à un personnage ridicule, hein, qui punit, qui juge, etc. Enfin bon, un père fouettard presque. Donc, on ne peut pas encore accéder à cette vérité, à cette révélation. Par contre, dans notre système d'espace-temps, effectivement, dans cette création, tout est fait pour que, quelque part, on puisse remettre les pendules à l'heure, si je peux dire, en fonction de certains cycles de temps. C'est bien dit, ça. Et c'est ce qui se passe actuellement. Donc ce cycle, c'est, en fait, il y a un double phénomène. Non seulement on change d'air, on passe du poisson, du poisson au Verseau. Du poisson au Verseau, et d'autre part, on change un cycle de fin de temps, qui est de 25 920 ans. Donc c'est des cycles qui étaient connus des anciens, et la tradition, on retrouve tout ça. Les Sumériens, ils avaient déjà calculé ça. C'est ça qui est incroyable. On a retrouvé sur les tablettes des calculs qui prouvaient que non seulement ils connaissaient toutes les planètes du système solaire, que nous on a découvert dans les siècles derniers, hein, alors qu'eux, ils connaissaient déjà ça depuis longtemps, d'une part, et d'autre part, que la fin des temps était connue. Ils étaient déjà arrivés à une ère qui permettait de considérer que cette ère se terminait donc en ce moment. Alors comment tout ça se passe effectivement? Jean-Pierre Garnier-Mallet a donc considéré et observé que en fait la fin d'un temps se terminait par 7 explosions solaires énormes. Donc c'est un peu ce que Saint Jean appelle dans l'Apocalypse les 7 sceaux de la Kabbalique. Et alors, à ce moment-là, il a donc calculé tout ça, et ces explosions solaires ont commencé en 1899. Et en fait, elles se succèdent tous les 30 ans. Donc, on a eu 1899, 1929, ça n'a pas été une année marrante d'ailleurs. Donc, après 1959, hein, et puis 89 qui a été... Et alors, ça qui est extraordinaire, c'est que en 89, ça a véritablement ouvert les portes temporelles. Et là, c'est le début du déferlement, si je peux dire, de l'accélération du temps et de l'arrivée des futurs, de ces ténèbres, si je peux dire, et qui provoque notamment l'arrivée des enfants indigos. Depuis 89, les enfants indigos naissent et viennent du futur rechercher leur lumière sur la planète Terre. Et ce ne sont pas des mecs marrants, hein, terribles. Hein. Ils connaissent tout, quelque part, ils savent tout. Bon, il ne faut pas croire qu'il y en a beaucoup, mais ça commence à arriver. Ils commencent, donc maintenant, il y en a les premiers, ils ont déjà 20 ans. Hein. Donc, ces personnes, indigo, pourquoi? C'est la couleur. Violette, c'est la couleur donc du spectre vers le futur. La lumière, c'est jaune, c'est blanc, etc. Vous avez les couleurs de l'arc-en-ciel, vous voyez un peu. C'est pareil. Il ne faut pas oublier que, bon, là, je sens rentrer dans les détails. En fait, la vitesse du temps, si vous voulez, ça part du passé, et tout se fait en fonction de 7 temps, dont le 4e temps est le présent. Et ensuite, le 5e, le 6e et le 7e sont les futurs. Le 7e, c'est la fin de la création de l'univers, donc on a créé les 3 temps. Et c'est là où on parle dans la Bible que Dieu a donc terminé la création au 7e jour. Donc il fait le 7e temps.
C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, le temps futur n'est simplement qu'un non-temps quelque part, qui ne fait qu'avaler un futur qu'on crée et qu'on rejette un passé qu'on a créé. Donc c'est un futur proche et un passé immédiat. C'est tout. Donc c'est un non-temps quelque part, le présent. Mais en fait c'est le temps le plus important, puisque c'est là où l'on crée, c'est là où effectivement on va fonctionner, on va donc réaliser les choses dans la matière. Alors à partir de là, en 1989, il y a eu cette explosion solaire gigantesque qui a provoqué des perturbations partout sur la planète, et ça on en a plein. Il y a eu des coupures de courant, Amérique du Nord, toute la côte est. En Allemagne aussi, il y a eu des zones entières, si vous voulez, qui ne recevaient plus d'émissions radio, électroniques, des ordinateurs en panne, enfin bon, tout un... Donc il s'est aperçu qu'en définitive, compte tenu de la situation de la planète, l'accélération du temps allait encore plus vite que ce qu'il avait prévu. Et que en 1989, normalement, on aurait dû avoir l'autre en 2019. Or, il a calculé que, compte tenu des différents paramètres, que ça arriverait en mars 2003. Et quand il a annoncé ça à différents scientifiques, ils ont dit « Mais attends, mon pauvre vieux, tu te prends pour Madame Soleil, hein, c'est pas vrai, c'est pas possible. » Et mars 2003, l'explosion est arrivée. Donc, il y a eu une accélération encore du temps, si vous voulez. Si bien que maintenant, on en est à la 5e. Exponentielle. Et que la 6e et la 7e va clôturer. Bon, on espère que ça va pas se faire en même temps, parce que ça va être gigantesque. Donc, on sent bien qu'il y a des choses qui se passent. Nous avons des statistiques qui prouvent que, comme je vous dirais, il y a une accélération actuellement des catastrophes qui sont tout à fait... catastrophes dites naturelles. Naturelles, bien sûr, et qui sont donc de plus en plus fréquents et surtout d'une ampleur beaucoup plus vaste que ne l'était il y a seulement 30 ans ou 40 ans. Donc ça, ce sont des statistiques qui le prouvent. Donc la planète est en train de secouer ses puces, hein, actuellement, d'une façon très forte. Et je pense que si il n'y a pas suffisamment, si je peux dire, d'êtres sur la planète qui en prennent conscience de ce qu'on vient de qu'on vient de parler depuis des heures, c'est-à-dire de retrouver notre totalité, retrouver cet amoros, retrouver cette puissance de nous-mêmes. Et c'est là où dans l'Apocalypse on parle des 144 000. Très curieux. Et Garnier-Mallet fait un rapprochement en disant oui, bon, il y a toute une raison pour ça, que ces 144 000, c'est 144 000 personnes qui seraient entièrement dans l'amorose. Bon, alors pour vous dire que trouver quelqu'un qui soit entièrement dans l'amorose actuellement, c'est quasiment impossible. Bon, je dis pas que ça se ne fera pas, mais si vous voulez, c'est comme un peu le mur de Berlin. Il a suffi que quelques personnes, si vous voulez, ça soit... 89 d'ailleurs. Oui, en 89 en plus. Ça s'est passé à ce moment-là, c'est exact aussi. Oui, c'est vrai, maintenant ça me revient, il nous l'a dit, qu'il y a eu effectivement cette déchirure, si je peux dire, complète dans le temps, qui a remis les pendules à l'heure par rapport au régime communiste, là. Et là, maintenant... il y a des phénomènes, j'explique un peu ce qui se passe actuellement, notamment ces explosions solaires, donc qui termineraient le rapprochement des futurs et du passé, donc qui permettrait de retrouver. Donc l'humanité n'a pas encore vécu cela, enfin tout du moins de mémoire humaine, on ne sait pas ce qui peut se passer au bout de la fin de ce cycle. Alors les Mayas en parlent, bien sûr, 2012, toute l'histoire, etc. Bon, je ne sais pas s'il se passera des catastrophes en 2012, mais en tout cas, il y a une chose certaine, c'est qu'il va y avoir plus en plus d'informations et d'événements qui se déferlent sur la Terre. Ça, c'est évident, et provenant de ces mondes. Et la lumière arrive derrière, il ne faut pas l'oublier tout de même. C'est ça qui est très important. Donc, on n'a jamais vu la lumière reculer devant l'ombre. C'est l'inverse qui se passe. Si l'ombre existe, c'est parce qu'il n'y a plus de lumière. Bon, donc par conséquent, il ne faut pas se tromper non plus. Donc c'est pour ça que l'espoir que l'on a et la certitude, c'est que de toute façon, la lumière aura le dessus. Mais comment
on ne sait pas encore trop. Donc il y a à choisir le camp là très rapidement et surtout pouvoir s'exprimer de plus en plus dans ce qu'on a parlé depuis des heures, à savoir cette retrouvaille de notre puissance intérieure, de notre lumière et de retrouver cette unité avec ce double comme n'importe quelle particule dans l'univers. Donc on a bien sûr d'autres choses qui se passent. On a l'affaiblissement du champ magnétique terrestre, ça c'est tout à fait mesurable. Cet affaiblissement du champ magnétique terrestre provoque des perturbations au niveau climatique, nous le voyons un peu partout. Réchauffement, c'est tout à fait visible. Moi je reviens du Canada, là-bas c'est une catastrophe. On ne se rend pas compte de l'ampleur du désastre qui se prépare actuellement dans le Grand Nord canadien. Ils n'ont jamais vu ça. Les banquises fondent, les ours se noient, ils n'ont plus la possibilité de pêcher, etc. Enfin, j'ai un neveu qui est climatologue là-bas à Montréal et qui fait des expéditions fréquemment dans le Nord, dans le Grand Nord, et il m'a dit vraiment c'est catastrophique. Les Esquimaux, là, les Inuits et tout ça sont obligés de déménager leur village parce que c'était construit sur une espèce de permafrost, donc une terre gelée depuis des millénaires, et là tout se dégèle, les maisons s'enfoncent, etc. Ça amène toute une faune d'insectes, de choses, des prédateurs qui arrivent qu'on n'avait jamais vus. Alors voilà, et en plus le nord magnétique se déplace donc s'en va vers la Russie, fait au moins 30 ou 40 km par an, et ça a l'air de s'accélérer actuellement, ce qui semblerait dire que c'est précurseur à un inversement magnétique des pôles. Bon, et c'est pas la première fois que ça arrive, bien sûr. Mais de mémoire d'homme, on n'a jamais assisté. Alors qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que cette inversion magnétique ne provoque pas... là, on parle toujours de cette... comment dirais-je, de cette prophétie qui a été dit par qui a été exprimée par les Amérindiens, comme quoi la Terre s'arrêterait pour retourner dans l'autre sens. Et il est vraisemblablement que ça s'est déjà passé sur notre planète, parce que on a pu évidemment constater non seulement qu'il y a eu des inversions de pôles, parce qu'on connaît à travers, justement dans certaines roches, on voit à travers la magnétite que ça fonctionnait, ça s'était inversé complètement. Le champ magnétique n'était pas du tout dans le même sens. Et deuxièmement, il y avait aussi le fait que ce champ magnétique provoquait peut-être une inversion du fonctionnement de la Terre qui se remettait en sens inverse. Et ça donnerait l'explication de ce qui s'est passé dans certaines choses. Est-ce que ça s'est produit relativement récemment ? On ne sait pas, mais le fait que les gens avant écrivaient de droite à gauche ne serait pas étranger à ce genre de choses. Parce qu'on là, nous on écrit toujours dans le sens contraire de ce que tourne la planète, et ils auraient fait la même chose. Bon, enfin c'est une hypothèse parmi d'autres, mais on ne connaît pas grand-chose sur tout ça. Mais en tout cas, ce qu'on connaît, c'est que effectivement, actuellement, on est dans cette fin des temps. Bon. Alors, juste quelques questions par rapport à ce que vous venez de dire. Donc, un cycle de 25 920 ans, que nous arrivons là à la fin. De ce qu'a pu noter Jean-Pierre Garnier-Mallet, il y a à l'heure actuelle les explosions solaires qui se précipitent, qu'il compare aux 7 sceaux de l'Apocalypse de Saint Jean. Donc là, si j'entends bien, on en est déjà à 4 sceaux qui viennent de sauter, et alors qu'il avait prévu que ça se passe tous les 30 ans... Le 5e est déjà arrivé. Le 5e est déjà arrivé. 2003. Donc, est-ce qu'il a prévu le 6e ou 7e ? Non. Actuellement, il nous a dit qu'il ne prévoyait plus, compte tenu de l'accélération du temps, que ça pouvait arriver à tout moment.
D'accord. Donc cet espace de 30 ans, ça a commencé effectivement, c'était connu des anciens, mais là il semble que, vu la tournure que prend l'accélération du temps actuellement, que vraisemblablement ça ne va pas respecter, si je peux dire, cet intervalle de 30 ans, puisque le dernier il devrait arriver, il aurait dû arriver, le cinquième aurait dû arriver en 2019 et qui s'est arrivé en 2003. Donc maintenant, ça peut nous arriver au coin de la figure à tout moment, quoi. Alors, de cette accélération du temps, qu'est-ce qu'on entend par accélération du temps? Vous avez mentionné tout à l'heure que notre instant présent, là, de ce que nous sommes, et puisqu'on a mentionné que quelque part pour retrouver notre partie lumineuse, de faire appel, alors que ce soit via l'intermédiaire de l'eau, via l'intermédiaire des rêves, à notre moi du futur, et de remettre par rapport à notre problématique, donc quelle qu'elle soit, de façon à ce que notre moi du futur puisse revenir nous informer là, dans notre présent, de la meilleure option à choisir pour pouvoir garder la lumière, je dirais allumée, si on peut dire ça comme ça. Oui, refaire notre unité avec cette lumière, parce que c'est ça qui est le principal. Actuellement, nous sommes séparés. C'est ça qu'il faut comprendre. Et de la fin des temps, de ce que vous dites, c'est que passé et futur vont s'unir au présent que nous vivons. Exactement. Donc ça veut dire qu'il n'y aura plus de décalage entre notre pensée et ce que l'on créera. Alors c'est ça, on ne sait pas l'homme n'a encore jamais vécu ça de mémoire d'homme, si je peux dire. Il s'est passé des choses dans l'histoire de l'homme auxquelles on a à peine, on n'a pas d'indice particulier. On en a bien sûr, si je vous racontais encore tout ce qui s'est passé. Louis-Claude Vincent a travaillé là-dessus, il a très bien vu qu'il y avait eu des catastrophes assez récentes et qui ont prouvé que l'humanité avait quasiment disparu. Velikovski notamment. Notamment Velikovski a repris ça après. Donc il y a des faisceaux des présomptions de preuves qui sont pas encore des preuves, mais que personne n'a pu démentir, ou tout du moins par contradiction. Il y a plus de chances pour démontrer que effectivement la planète n'est pas dans sa première démonstration en ce qui concerne la fin des temps, et qu'il y en a eu auparavant et qui sont passés et qui ont provoqué des perturbations sur tous les plans, au niveau climatique, au niveau des catastrophes, etc. et tout ça. Bon, maintenant, cette fête de rapprochement du temps permettra effectivement à nous de pouvoir retrouver notre unité intérieure. Ça, c'est la chose la plus importante. Car en définitive, nous nous sommes trouvés dans un endroit de la création où on n'aurait jamais dû y être. C'est un peu l'origine de toute cette histoire d'Adam et Ève, du péché, originel, et machin, et tout ça. Bon, en fait, c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est... Enfin, bon, vraisemblablement pas comme ça que ça s'est passé, mais il y a quelque chose de vrai. Il y a des légendes, il y a pas de feu sans fumée, il y a bon... Donc tout ça, évidemment, il faut comprendre que ça fonctionne pas dans les mêmes dimensions de temps, et que nous, là, nous sommes coincés dans notre petite habitude de vie, etc., avec des horaires chronométriques, des années, les machins, mais ça, tout ça, c'est une invention humaine. La date, ça n'existe pas dans la nature, ça fonctionne sur des cycles qui sont tout à fait différents. Donc ce temps linéaire et chronométrique n'a pas de valeur dans le fonctionnement de l'univers, c'est une invention humaine. Et alors donc là, personne ne peut imaginer ce qui va se passer. Voilà, je crois que c'est surtout ça actuellement. Cette dimension, cette accélération du temps, donc tout le monde le ressent, mais c'est déjà calculé au niveau astrophysique, on le voit très bien. Alors justement, c'est une compression, en fait, quelque chose, une compression du temps par rapport à... Le temps respire un peu, en fonction des cycles. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc le temps n'est pas quelque chose d'uniforme qui fonctionne de cette façon-là. Et surtout, il y a une explication. Donc physiquement, ce temps-là respire suivant des cycles précis, et ces cycles sont calés sur des zodiaques qu'on connaît maintenant. Donc l'astrologie qui existait à l'époque n'avait rien à voir avec l'astrologie que l'on fait maintenant. C'est-à-dire que l'astrologie était une science.
à l'époque, je dirais, des Grecs, et à l'époque surtout même des Égyptiens, etc. Donc c'était une science qui était basée sur le dédoublement du temps, donc ils connaissaient parfaitement le système. Donc tout ça, ça a été oublié. Jésus en a parlé de ça, de ce dédoublement du temps, et il a été très clair à ce sujet-là. L'Apocalypse de Saint Jean, bon, c'est fait dans un langage un peu particulier, donc, mais qui était adapté à peu près à la pensée, à l'imaginaire des gens à l'époque, parce que, attends, on ne pouvait pas raconter... Comment exprimer le futur avec les mots d'il y a 2000 ans? Alors, c'était pas évident. Donc, tout ça, on essaye de ramasser le puzzle, mais la finalité est belle, si vous voulez, dans la mesure où les gens vont s'inscrire dans le moule, si je peux dire, de cette création, et retrouver cette loi créative qui est en fait calée sur des valeurs éternelles qui sont donc cette perfection, cette beauté, cet amour, parce qu'il n'y en a pas d'autre. Et dans la mesure où nous, on sera centré là-dessus, dans ces derniers temps, la fin d'un temps, c'est pas la fin des temps, c'est la fin d'un temps, eh bien, il est indispensable de pouvoir fonctionner de cette façon-là rapidement et le plus possible. Et avec, je dirais, une certaine, comment dirais-je, certitude que petit à petit, par des signes, on commence à retrouver cette espèce de puissance intérieure et de gérer et dominer notre destin, surtout, qui est déjà fabriqué quelque part et qu'il faut donc, en quelque sorte, épurer. Nous avons un potentiel actuellement au niveau de la planète qui est absolument négative, faite par la pensée humaine, et qui est catastrophique si on n'y remédie pas actuellement par la façon dont nous avons à penser, la façon dont nous avons à retrouver notre lumière, et il est évident qu'il va y avoir des choses qui vont nous secouer, sérieusement. Donc c'est un travail de chacun, c'est pas la peine d'aller défiler pour ça, hein. Il faut le faire dans notre silence intérieur, et la quête du silence dont je parle au début du livre, nous permet effectivement de comprendre beaucoup mieux tout cela, et surtout de savoir que c'est quelque chose qui est très pratique, c'est pas une philosophie, c'est pas un principe intellectuel, c'est un principe de la création, c'est une loi de la création qui est aussi valable que celle de nos lois physiques, hein, que l'eau qui bout à 100 degrés ou l'objet qui tombe, suivant la formule 1,5, j'étais 3. J'étais 2. Donc tout ça, voilà, il faut s'en pénétrer et surtout être conscient qu'à partir du moment où on rentre dans ce domaine-là, quelque part, tôt ou tard, on reçoit la gratitude de l'univers. Ça, c'est quelque chose de magnifique. D'un point de vue astronomique, on a pu constater que le système solaire à l'heure actuelle en tout cas traverse ce que vous avez décrit comme étant la nébuleuse d'or, ah oui. Et notamment par rapport aux Pléiades. Oui. Alors, on parle du soleil central. J'aimerais, oui, c'est Sita, je vous présente Sita, bonjour madame. Notre mascotte. Très voilà. Bien. Pas gênée, hein. Non, elle aime bien rendre visite, pas à tout le monde, ça dépend. Elle a ses têtes. Bien. Et alors donc, oui, effectivement, c'est une espèce de couronne, si je peux dire, alors qu'un certain Otoès avait déjà remarqué il y a une 50aine d'années, personne n'y avait fait attention. Et alors notre système solaire tourne autour d'un soleil principal qui s'appelle Alcyon. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on entend par soleil principal, soleil central? Soleil central, c'est-à-dire qu'en fait notre soleil tourne autour d'un autre soleil. D'accord. Dans la galaxie. D'accord. Donc, qui est une très vaste spirale, oui, si je peux dire. Et c'était découvert déjà par ce fameux Otoès, et puis ça a été confirmé depuis. Donc il y a des mouvements, bien sûr, dans la galaxie qui se fait, si vous voulez, d'une façon, comment dirais-je, oui, monsieur, qui se fait d'une façon, comment dirais-je, alternée, c'est-à-dire que chaque amas d'étoiles peut tourner autour d'un autre amas d'étoiles, etc. Donc c'est pas quelque chose qui... Les étoiles ne sont pas fixes dans la galaxie, c'est ça qu'il faut comprendre. Il y a des, comment dirais-je, des recalages qui se font, et là le grand recalage, c'est que non seulement c'est la galaxie qui va effectivement se recaler, et notre soleil se retrouve dans le plan de l'écliptique
de cette galaxie. Et ça, en plus, nous traversons en même temps un nuage qu'on appelle le nuage d'Oort, qui est tout simplement un nuage plasmique fait de photons, d'électrons, etc. Et que on en parle déjà depuis plusieurs années, mais on ne savait pas, mais maintenant on commence à y aborder. Donc on a qu'à couper cette espèce de couronne. Ça peut durer plusieurs siècles, hein, mais en fait, si vous voulez, le Soleil fait cette révolution, curieusement, en 25 500 ans aussi. Donc ça n'a rien à voir avec le doublement du temps, mais en même temps, on coupe donc tous les 13 500 ans, on coupe la moitié et on repasse de l'autre côté. On coupe donc cette fameuse... voilà, on rentre dans ce nuage plasmique qui va nous inonder, je dis, d'une pluie photonique considérable. Donc ces photons sont à l'origine même du fonctionnement de notre biologie, notre cellulaire, de nos vies cellulaires. Et je dirais que ça va apporter une énergie colossale. Donc il faut se recaler aussi sur cette énergie-là, c'est-à-dire être très vigilant pour pouvoir... réceptionner, capter cette énergie qu'on va recevoir et par conséquent recaler toutes les fréquences de nos cellules sur ça. Donc ceux qui ne pourront pas le faire, ça va être très difficile pour eux. C'est-à-dire que, si vous voulez, ils sont en 110 volts alors qu'ils vont en recevoir du 380. Donc s'ils ne recalent pas, si vous voulez, les fréquences sur ces fréquences-là, donc tout ça c'est une accumulation, non pas de coïncidence, mais disons de phénomènes qui prouvent que l'espèce humaine actuellement, il y a urgence qu'elle se recale sur les lois de la création, telles qu'ont pu le faire bien d'autres créatures dans l'univers, et qui sont bien plus avancées que nous sur ce plan-là, aussi bien que sur le niveau de conscience que sur surtout la connaissance en général de ces lois de la création. Donc tout est fait dans cette création pour que toutes ces créatures puissent bien vivre. C'est ça qu'il faut comprendre. On n'est pas là pour souffrir, c'est nous qui nous faisons souffrir sans arrêt, c'est ça depuis des millénaires, par notre comportement agressif, par nos colères, nos violences, par tout ce que nous plaçons dans ces futurs et qui nous reviennent tôt ou tard. Et c'est ce qui se passe actuellement. Par conséquent, notre Terre est complètement perturbée, et c'est là où il faut faire vite, que chacun, dans son coin, travaille à ce niveau. Et en fait... par résonance, modifie, je dirais, son environnement immédiat. Bon, il n'y a pas besoin d'aller au fin fond du Zimbabwe il faut d'abord travailler sur nous-mêmes, je veux dire. Et c'est cette résonance qu'on peut avoir avec notre environnement qui va se modifier, et l'environnement se modifiera. Moi, je le constate, ça, je l'ai vu avec d'autres personnes. Et c'est très curieux, à partir du moment où vous avez trouvé le système, ça fonctionne très bien. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Donc à partir du moment où vous rentrez dans ce sommeil, que vous faites ce voyage, que vous rencontrez votre double, qui vous apporte les bonnes informations, que en définitive vous fonctionnez avec l'amouros le plus possible. Bon, si vous le faites déjà un quart d'heure par jour, ça va déjà pas mal. Mais vous le faites, et vous posez toujours la question par rapport à quelqu'un qui est... c'est facile d'être dans l'amouros avec avec les siens, si je peux dire. Vous savez, il est facile d'aimer tout le monde vaguement que d'aimer quelqu'un précisément. Ça n'a rien à voir. Vous voyez, hein, l'amour universel, ça on en parle partout, on se tape sur le dos, on s'embrasse, on fait des meetings, des machins. C'est zéro. C'est pas ça le problème. C'est d'aller régler nos problèmes avec les gens avec qui on vit. Et ça, il est beaucoup plus difficile d'aimer quelqu'un d'imparfait qui est dans son environnement que d'aimer tout le monde vaguement. Donc c'est là où il faut qu'on change. Il faut que cet amour soit un espèce de moteur qui recale complètement nos fréquences par rapport à l'accélération du temps, par rapport à ces dimensions photoniques, par rapport à tout ce qui se passe dans l'univers. Et là, on est sûr, je suis sûr qu'effectivement, on sera sur la bonne voie, et surtout, on en profitera dès maintenant. Et c'est ça qui est important. Alors, évidemment, ça n'empêche pas de mourir, tout ça, mais de toute façon, vous mourrez d'abord en bonne santé, ce qui n'est pas désagréable,
et d'autre part, vous aurez, je dirais, apprivoisé votre mort. Et que cette mort-là, comme le font certains Tibétains, j'ai eu ça avec, comment elle s'appelle, Alexandra David-Néel, je ne sais pas si vous la connaissez, tout ça. J'ai pas eu ce plaisir-là personnellement, mais je vois qui c'est, oui. Effectivement, elle a assisté à des vieux moines tibétains qui décidaient de mourir parce qu'ils avaient considéré qu'ils avaient accompli ce qu'ils avaient à faire. Et à la fin d'un repas, ils quittaient, ils allaient dans la pièce à côté, ils se mettaient en lotus, et le lendemain matin, ils étaient comme ça, figés, ils étaient partis. Donc ils avaient choisi l'heure, la date de leur mort. Bon, bien sûr, on en est loin, nous, Européens, mais c'est pas idiot de penser à ça, si vous voulez. Moi, j'ignore comment je vais mourir, mais peu importe, ça m'arrivera. Mais je crois que c'est là où... dans la mesure où on a pu apprivoiser, si je peux dire, l'autre côté du miroir de l'eau, que on aura à ce moment-là cette révélation, si je peux dire, qui nous permettra de fonctionner dans notre nouvel état, si je peux dire, qui est tout de même celle de ce que la création, dans son intention, avait prévu de nous faire vivre au départ. Donc c'est ça qu'il faut retrouver. Donc on a fait des erreurs, on a été explorer des régions qu'on n'aurait jamais vues, des futurs interdits dans lesquels le Créateur avait enfermé les choses interdites et qu'on a été fouiné, et maintenant il faut s'en dépatouiller. Donc on est un peu au fond d'une poubelle, il faut en sortir. Donc c'est ça. Et la Terre n'est pas particulièrement... contrairement à ce que pensent beaucoup d'hommes et ce qu'on nous a appris, l'homme n'est pas du tout l'achèvement de ce qu'il y a de plus suprême dans la création. Bien au contraire. C'est ça qu'il faut constater. Redevenons modestes là-dessus et essayons surtout de retrouver cette grandeur qu'on a perdue, quoi. Et ça, je crois que c'est possible. Mais ça demande un réveil très rapide maintenant. Et l'accélération du temps va nous forcer à le faire. Justement, ouais. C'est ce que je me disais en vous écoutant. Vu qu'il y a cette accélération du temps et donc que nos mois passés et futurs se rapprochent de plus en plus de notre instant présent, c'est-à-dire qu'il y a moins de temps à attendre, si je puis dire, entre le fait de penser et le fait d'en voir le fruit ou les résultats. Voilà. Et dès le moment où il va y avoir cette unification, de ce que je peux en conclure, ou en tout cas ça me paraît logique, c'est d'avoir une réalisation directe de nos pensées dans la matière, de ne plus avoir de séparation entre le fait de penser et d'avoir le résultat là, tout de suite. Oui, c'est-à-dire qu'il y a une réactivité qui est plus rapide entre le moment où vous avez l'intention et le moment où vous avez la réalisation. Donc cette accélération du temps rapproche ça, ces choses-là. Et c'est ça où on a des instantanéités qu'on n'avait pas avant. Exactement. Donc c'est sous forme de synchronicité, d'intuition, etc. Donc qui vous amène effectivement l'information qu'il faut au moment juste et au moment où il faut le faire et surtout de le vivre. Donc c'est ça qui est important et on se reconstruit ainsi effectivement. On se reconstruit un futur qui est très beau, quoi. Donc c'est ça qu'il faut maintenant. Il faut dans la mesure du possible reconstruire ce futur que nous avons, je dirais, un peu abîmé, un peu gâté par toutes nos pensées, nos guerres, nos violences, nos trucs. Et ça, c'est l'humanité qui est solidaire un peu là-dedans. Et je crois que c'est un travail à faire chacun à notre portée, chacun avec nous et nous-mêmes, et non pas attendre que les autres le fassent, surtout pas. Donc le fait même que quelqu'un le fasse, je dirais, dans une partie sur notre planète, a une répercussion immense sur tout un tas de gens dont on ne peut pas imaginer l'effet que ça peut avoir. Et c'est ça, tout se fait à travers des échanges de potentiel, si je peux dire, entre des gens, dans la rue, partout, dans le métro, etc. C'est d'être constamment dans la vigilance de l'autre, en disant, vous sentez des gens qui sont agressifs, qui sont désagréables, qui sont pleins de problèmes, etc. Et c'est là où il faut passer à côté d'eux, si je peux dire, en envoyant la morose. Hein. Même ça nous plaît pas toujours de le faire, parce que le gars, il est pas l'air marrant, etc. Il est prêt à vous bousculer pour passer, etc. Et cette force immense, c'est ça. Et ce gars-là,
sans qu'il s'en rende compte, il va changer. Et ça, on a fait toutes sortes d'expériences avec ça. Et il aura quelque chose de plus qui lui permettra d'avoir un peu plus conscience de certaines choses. Et tout d'un coup, il y a des gens qui décollent. Et c'est extraordinaire. Donc, les secrets de l'univers sont nichés, si je peux dire, dans ce mystère. Et c'est pas un mystère, c'est une loi de la création et qu'on a oublié. Donc, notre rédemption, c'est un peu à travers tout cela, c'est à travers cet amoros, c'est à travers, je dirais aussi, cette pensée de chercher surtout à faire à l'autre ce que vous voudriez bien que vous pensiez qu'il nous fasse à nous. Et ça, c'est important parce que c'est rétablir une loi qui fonctionne partout dans l'univers, qui fonctionne dans la nature. C'est ainsi, ils savent, les animaux, les plantes savent très bien anticiper les choses qu'il leur faut pour bien vivre. Et nous, on a perdu ce pouvoir. On a perdu ce pouvoir parce qu'on a supplanté ça par le mental, par le raisonnement, le logique, l'intellectualisme. Tout est long, très lourd, c'est compliqué. Il ne faut pas oublier que la nature fonctionne avec la loi du moindre effort. C'est ça qu'il faut comprendre. Elle est silencieuse, douce et efficace. Donc là, nous, on fait exactement l'inverse. C'est pour ça qu'on se trouve dans une vallée de larmes, en train de ramer à la sueur de notre front, parce que notre mental est compliqué, dissèque, analyse. Et l'analyse en grec, ça veut dire Anna, le plus haut. Ça veut dire en même temps le sublime, la voûte du ciel. Et lise, ça veut dire casser. Le lisier, par exemple. C'est la merde, faut le dire. Bon. Et ben, analyse, c'est ça. Vous prenez le plus haut et vous le cassez. C'est pas étonnant qu'ayant réduit Dieu en bouillie, qu'on ne comprenne plus rien au sens de l'univers. Donc cette analyse, c'est une méthodologie. Mais si vous ne faites pas la synthèse et l'unité, ça ne sert strictement à rien. Et c'est ce qui se passe actuellement entre la science. Elle est dans une impasse parce qu'elle n'est que dans l'analyse. Tout le monde est analytique. Tout le monde fait de l'analyse. Et là, c'est extrêmement dangereux parce que l'analyse sépare, l'analyse tue, en fait, et voue le monde à une sorte de chaos. Donc, il faut ramasser les morceaux. L'analyse ne fait que démolir, que analyser. C'est ça le problème. Donc il faut qu'on retrouve l'unité à travers notre synthèse. Cette synthèse, c'est la lumière dont on est capable effectivement d'inonder le monde dans lequel on vit et qui va progressivement retrouver, je dirais, son sens et surtout son efficacité. Et là, c'est un travail de tous les jours, à chaque instant, être dans cette pensée. Et plus vous serez dans cette pensée, vous allez fabriquer des futurs heureux qui vous reviendra tôt ou tard. Donc ça, on l'a oublié. Et on ne peut pas se rendre compte le fait qu'on pense mal, qu'on pense, donc on est soit dans la jalousie, on est dans la médisance, on est dans tout ça. Quand vous entendez les gens, c'est absolument ahurissant de savoir comment tous ces gens jugent, critiquent sans arrêt, etc. Sur tout et sur rien. Ils ne se rendent pas compte qu'ils fabriquent des futurs négatifs, des futurs obscurs, des futurs qui, tôt ou tard, reviennent à eux, en particulier, bien sûr. Et c'est bien connu, ils fabriquent dans le futur ce qu'ils devront vivre un jour dans le présent. Ça, c'est quelque chose qui se voit tous les jours, ça. Par conséquent, quand on neutralise, si je peux dire, cette pensée négative, cette pensée critique et qui juge, par une pensée, lumineuse, eh bien, on crée des futurs radieux qui vous reviennent tôt ou tard. Bon, c'est un travail très long, c'est un travail, comme le disait cette dame-là, je ne sais plus comment elle s'appelait, qui était dans des difficultés épouvantables dans la vie quotidienne, mais comment peut-on sortir de là pour aller vivre quelque chose ailleurs? Il faut commencer tout petit, il faut commencer avec des choses simples, il ne faut pas partir dans des grandeurs incroyables, non, les petites choses autour de vous, s'occuper de cette petite dame qui est malheureuse, cet enfant qui passe et qui pleure, pourquoi pleure-t-il, etc. Vous occupez des choses les plus simples possibles. Et petit à petit, vous verrez que toutes ces choses-là, vous créez des potentiels, dont les gens profitent même, à côté de vous, etc. Et petit à petit,
vous élargissez ce cercle, et vous rencontrez d'autres gens qui ont fait comme vous, etc. Et à ce moment-là, vous verrez, il y a une espèce de dynamique, une synergie qui se crée et qui donne un sens non seulement à l'univers, mais surtout une douceur. Quelque chose qui est un rapport qui n'a plus rien à voir avec ce qu'on vivait avant, qui est toujours dans la dureté, dans l'égoïsme, dans les trucs comme ça. Donc on a cette capacité en nous-mêmes depuis toujours, mais il faut le réapprendre, il faut comment dirais-je, revivre avec tout ça. Et comme je dis, la plus importante affaire de notre vie, hein, c'est de se gouverner soi-même avant toute chose, et non pas chercher à gouverner sur les autres. Et puis avoir ce moment d'éternité dans l'esprit, ça c'est quelque chose d'important. Il faut maintenir cette lumière intérieure sans arrêt, à tout instant. À chaque fois que vous êtes en difficulté, chaque fois que vous rencontrez quelque chose qui devient négatif, etc. Avoir ça à l'esprit dénoue tôt ou tard les choses et vous apporte petit à petit, insensiblement, modification d'un paysage dans lequel vous n'osez même pas imaginer ce que ça peut être. Bon, moi, je dis pas que je vis bien, mais je m'aperçois des changements parce que j'essaye de pratiquer le maximum avec mes possibilités, mais ce que je suis dans cette dimension. Mais le peu que je fais, je vois des résultats déjà qui fonctionnent. Ça, c'est une sorte de gratitude que vous renvoie l'univers. Vous dénouez des problèmes même dans votre famille, des problèmes anciens que vous avez eus avec des personnes, avec des gens, etc. Il faut gommer toutes ces aspérités du passé. Il ne faut pas que ce passé revive sans arrêt dans votre présent, et ça c'est le gros drame de beaucoup de gens. Il faut donc remettre de l'ordre dans ce passé et en même temps réinscrire un nouveau futur. Donc à partir de là, vous bloquez complètement, je dirais, les tentations que vous pouvez avoir de fonctionner dans des mondes qui sont un peu glauques, hein, et notamment dans les futurs, il y en a pas mal. Donc il faut rééclairer tout ça, c'est ça notre mission, il n'y a pas autre chose que ça. Et en fait, on est là pour, en fait, sur cette planète, pour précisément purger tous ces potentiels futurs qu'on a créés, nous-mêmes et la planète entière. C'est la seule raison de notre incarnation, si je peux dire. Ça a l'air de rien, mais c'est énorme. Et quand on fait ça tous les jours, et nécessairement, vous avez des modifications, vous avez surtout un changement avec vos proches, avec tous les gens, petit à petit. Vous créez tout un réseau, un tissu. Bon, ça n'empêche pas des difficultés, des problèmes parfois, mais vous ne les voyez pas du tout de la même façon. Et vous savez surtout qu'ils seront réglés dans le meilleur sens des choses, sans que vous soyez dans des conflits, vous soyez dans des colères, dans des échecs épouvantables, tout ça. J'ai connu tout ça, comme tout le monde. Mais il faut prendre le problème. Comme disait Saint François d'Assise, il disait, qu'est-ce qu'il disait Saint François d'Assise ? Oui, il disait, voilà, on va commencer par des toutes petites choses, pas grand-chose, vous voyez. On va petit à petit faire des choses plus compliquées, hein, plus importantes, mais il faut y aller doucement. Et pour finir, quand on aura fait toutes ces choses-là, les choses les plus compliquées, etc., nous ferons des choses qui seront impossibles. Et c'est ça qui seront effectivement les choses les plus grandes. Parce qu'on y arrivera automatiquement. Ce qui paraissait impossible au départ ne l'est plus quand on y est et avoir passé tout ça. C'est ça qui est extraordinaire. Donc c'est ça, cette connaissance du monde, c'est de rentrer dans ce mystère et dans cette perception du mystère, être toujours sur la crête. Hein, avoir cette perception primaire des choses, comme le font les animaux ou les plantes, mais nous le faire volontairement, le faire souverainement, parce que on a ce libre arbitre et cette possibilité de pouvoir amplifier les choses très loin et d'être créateur. Donc c'est à nous de remplir le hasard de bonnes choses, de façon à ce que ces futurs nous reviennent. C'est un peu, si vous voulez, ce que nous a donné le Créateur, c'est de remplir tout ça de nos idées, de notre création, de notre bonheur de vivre. Et je pense que c'est être vigilant. C'est pas toujours
comment dirais-je, au départ, c'est pas toujours évident. Comme le disait cette femme, comment sortir d'où je suis actuellement. Rappelez, elle était enfermée, elle voulait sortir ailleurs, etc. Je lui dis, mais commencez doucement, n'allez pas tout casser, fracasser, faire une sortie théâtrale. Tout ça, ça se terminera dans les larmes, le sang, les problèmes, et vous n'en sortirez pas. Donc, programmez en quelque sorte un peu par cette visualisation, et surtout, soignez votre sommeil, soignez votre voyage dans le temps, et fonctionnez avec votre alter ego lumineux le plus possible, et il saura vous donner les réponses, car lui, il sait, depuis l'éternité, ce que vous êtes. Jacques Collin, L'au-delà de l'eau, de l'autre côté du miroir de l'eau, aux éditions Guy Trédaniel, un livre que je vous recommande à offrir sans modération pour ces fêtes de fin d'année, ou bon, parce que l'occasion se présente, mais n'attendez pas les fêtes de fin d'année pour l'offrir, ou vous l'offrir, faites-vous ce cadeau, c'est un très très beau cadeau. Jacques Collin, un grand merci, vraiment. Ça a été un réel plaisir de vous avoir durant cette émission. Écoutez, du Laurent, temps que vous nous avez consacré, 6h30, toute une nuit quasiment. Oui, depuis 23h. Oui, on a bien travaillé, oui. Oui, surtout vous, hein, parce que franchement, le mérite vous revient. C'est un livre vraiment extraordinaire. Vous avez eu l'occasion, et j'espère en tout cas qu'on a réussi à faire passer ça au moins aux auditeurs, du pouvoir de la pensée, de ce que ça génère, à quel point on est créateur, peut-être sans le savoir. Et c'est justement de reprendre conscience, comme vous le disiez, de ce pouvoir-là, de façon à nous attirer le meilleur pour la suite de nos futurs. Ah oui. Jacques Collin, à une prochaine fois. Ok, Laurent, je suis à votre disposition. On a passé un excellent moment. Je vous prends en mot, attention. Hein. Pas demain soir, je suis pas libre. Pas la nuit prochaine. D'accord, ça marche. Merci beaucoup, Jacques. Voilà, Laurent, écoutez, au plaisir de vous revoir. Et puis, merci à tous les auditeurs qui ont posé les questions. Et sachez qu'ils ont tous la possibilité de pouvoir reconstruire leur vie et d'améliorer leur futur. Il suffit de ne pas se résigner. Se résigner, c'est un peu mourir. Donc la résignation, c'est quelque chose qui vous enferme et qui vous amène à ne plus avoir de futur. Au revoir, Jacques Collin. Au revoir.